Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du Pupitre. Je suis avec Pierre Vanier. Bonjour Pierre, Salut. ravi de t'accueillir. Moi de même, très content d'être ici. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est la tradition ici pour démarrer. Est-ce que tu peux te présenter Tout à fait, donc Pierre Vanier, donc je suis originaire de Montpellier, je suis fondateur et CEO de la société Flint. Donc Flint, c'est une société spécialisée dans les services tech et RH. Donc on adresse toute la chaîne de valeur des problématiques de recrutement, de prestations informatiques, d'accompagnement sur la marque employeur et sur la culture d'entreprise. Et je suis aussi ingénieur informatique, donc passionné à la fois de tech et de gens dans la tech. Donc fatalement, ça m'a amené à un moment donné vers travailler sur ces problématiques de recrutement, de RH, etc. Eh ben moi, pour faire très rapide, je m'appelle Adrien Mogas, je travaille chez GetPro depuis 3 ans, je suis business manager et plus particulièrement en charge du développement du RPO, que tu connais très bien. Tout à fait. Chez GetPro. Et alors, ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu m'expliques un peu ton parcours, on va le creuser, parce que tu as fait des choses... Creuse pas trop, quand même. On va pas creuser, mais on va quand même revenir sur quelques points, parce que tu as fait des choses assez variées, tu as fait de la formation, j'ai vu que tu as fait aussi de la musique. Ouais. Ça m'intéresse, tu as un passé d'ingénieur informatique, comme tu l'as dit, tu es passé en ESN, et puis après tu as créé Flint, qui est une entreprise qui est assez particulière, en tout cas qui a un modèle hybride qui est très intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux me retracer un peu l'évolution qui t'a amené jusqu'à la création de Flint? Tout à fait. Alors moi, tout d'abord, je savais pas trop où je campais à la sortie du bac, machin, etc. Je crois que j'ai fait une première année de fac en physique, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis passé par une période entre 18 et 22 ans où je savais pas trop. Et je suis revenu en reprise d'études à l'université de Montpellier, où là, je suis allé jusqu'à un diplôme de master en maths et informatique. Donc, profil vraiment maths et info. Ça m'a vraiment passionné, cet aspect à l'université, surtout l'aspect vraiment fondamental, plus la technique. J'étais dans un IUP, la différence, c'est qu'on a beaucoup de... comme pas mal d'écoles aujourd'hui, on a beaucoup de techniques aussi, donc on mettait pas mal les mains dans le code, dans plein de langages différents, etc. Donc je suis sorti avec mon diplôme. Très vite, j'ai été chef de projet informatique dans une société à Montpellier. Et puis, par la suite, j'ai eu diverses expériences, diverses et variées, parmi lesquelles j'ai été directeur d'Epitech, directeur pédagogique d'Epitech à Montpellier, lorsque la branche montpelliéraine s'ouvrait. J'ai eu un magasin de musique, parce que je suis passionné de musique aussi, donc on pourrait en parler un bon moment, plutôt autour d'une bière. Et j'ai aussi... une brève expérience aux États-Unis, à San Francisco, où j'ai développé pour une startup principalement du back-end, du Go, qui était en Go. Donc c'était une expérience qui était courte, 6 mois, mais en 2015, et déjà complètement dans la problématique remote et en présentiel aussi, puisque j'étais en France et je faisais des voyages réguliers entre la France et San Francisco. J'ai travaillé dans une ESN à mon retour de San Francisco. Puis il y a 2 ans, j'ai décidé de monter Flint, principalement parce que donc Flint, c'est une sorte de SN hybride, comme tu l'as dit, où on adresse beaucoup de choses qui sont en rapport avec les problématiques de recrutement des entreprises, spécifiquement dans le domaine de la tech. Et puis, je voulais imprimer ma vision, parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo. La volonté entrepreneuriale, c'est aussi à un moment donné vouloir imprimer sa patte ou sa vision sur une industrie ou un secteur d'activité. Et donc Flint, aujourd'hui, on fait à la fois de la prestation informatique, donc on a des consultants qu'on positionne chez nos clients sur des missions sur lesquelles on espère qu'ils s'épanouissent, en tout cas c'est notre souhait, et on fait aussi du recrutement. Tu as parlé aussi de cet aspect RPO que GetPro aussi fait super bien depuis plusieurs années, je crois. RPO, c'est Recruiting Process Outsourcing, c'est finalement avoir un consultant Talent Acquisition qui est là pour renforcer les équipes à des moments clés de l'entreprise où elle doit scaler énormément. Et puis on fait aussi des podcasts, ça c'est venu pendant la période du Covid où fatalement on était tous un petit peu isolés, etc. Quelqu'un m'a d'abord invité à un podcast, et puis l'idée faisant son chemin, je me suis dit pourquoi pas faire un podcast ou lancer un podcast. Donc on a 2 podcasts, on a un podcast qui s'appelle Refactor où on discute avec des devs, des gens dans la tech. On a essayé de donner autant de place aux femmes qu'aux hommes pour essayer d'être dans le prosélytisme et avoir plus de femmes dans la tech. Et puis on a un autre podcast qui s'appelle HR Pitch, qui est là un service qu'on vend aux entreprises afin de renforcer leur marque employeur et l'attractivité. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc j'ai eu à peu près cette vie comme les chats. J'en suis à 6. J'espère que t'es pas à la dernière, quoi. Voilà, exactement. J'en suis à 6. Ouais, peut-être quelques-unes encore. Trop bien. Ouais, je suis assez aligné à ce que tu viens de dire. Pour moi, l'entrepreneuriat et puis la création de contenu aussi, comme les podcasts, c'est un peu l'excroissance artistique du business. Et ce qui est assez intéressant dans le cas de Flint,
de ce que je comprends, et je parle sous ton contrôle, euh, tu réponds à des problématiques recrutement long terme des entreprises en les conseillant sur la stratégie d'acquisition des talents, mais aussi en réalisant des prestations de recrutement Tout à pour le fait, direct, tout à donc fait. sur des besoins internes en CDI, mais tu réponds aussi à des besoins court terme via des profils techniques que tu vas placer au sein Tout de à ton fait, entreprise. tout à fait. Est-ce que l'émergence de ce modèle-là, ça a été... quel a été pour toi le chemin de pensée? Est-ce que c'était une opportunité de contexte où tu t'es dit, bah, en fait, pourquoi pas prendre des profils tech et ouvrir une activité de type ESN dans une activité de recrutement traditionnel? Ou est-ce que c'était une vision que tu avais dès le début à la création de Flint? Non, non, non. Alors déjà, il faut casser un peu ce sacro-saint mythe que l'entrepreneur a une vision qui est un fil droit vers une comète ou vers une étoile. En fait, le processus entrepreneurial et le fait de gérer une entreprise, je vais faire une analogie avec la voile, c'est tirer des bords en fait, en permanence, vers un cap particulier. Et force est de constater que pendant 2019, enfin 2020, lorsque le Covid est arrivé, on s'est retrouvé à peu près tous les entrepreneurs avec le vent debout, le vent en face. Donc la nécessité obligatoire de tirer des bords pour pouvoir arriver à sa vision, ou en tout cas l'entraîner. Donc pour répondre à ta question, c'est beaucoup plus des itérations, et vraiment de l'itératif. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait beaucoup chez Flint. Nos collaborateurs et nos collaboratrices, j'essaye de les impliquer beaucoup dans le fonctionnement général de l'entreprise, de les positionner sur des choses sur lesquelles ils sont experts et des choses aussi auxquelles ils aspirent, pour que ça puisse justement entraîner cette vision avec eux et les mobiliser dans cette entreprise. Donc ça a été vraiment plutôt itératif. C'est-à-dire que quand 2020 est arrivé, puisque ça va être ta question à un moment donné, qu'est-ce que ça a changé pour le business? Ça a changé qu'à un moment donné, pour la prestation informatique, on a passé un interrupteur de on à off, pour toutes les sociétés, pour toutes les ESN. Donc après, il y a deux choix. Soit on se regarde un petit peu couler ou péricliter ou avoir de moins en moins de business dans une poche de business qui n'existe plus, a pu créer de valeur parce qu'on a un produit ou un service qui répond peut-être plus aux attentes. Soit on essaye d'innover. Donc on a essayé d'innover avec Flint Academy. C'était un gros plantage, mais j'adore me planter en fait. Si on se plante pas assez, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Ça, c'est un peu à la méthode Netflix. À un moment donné, quand on avait donné au PDG Reed, on lui avait donné le nombre de séries qui ne marchaient pas dans les pays. Il avait regardé les chiffres, il avait dit il n'y en a pas assez qui se plantent. Ça veut dire qu'on n'essaye pas assez de choses. Donc voilà, Flint Academy, ça a raté pour plein de raisons. Et après, on s'est réorienté vers notre core business, qui est vraiment le recrutement et cette expertise là-dedans. Et on a défini une nouvelle offre et des nouvelles offres qui permettent de répondre mieux aux attentes du marché à un moment donné qui pourront changer l'année prochaine, qui sont déjà plus ce qu'elles étaient en 2017, 2018, 2019. Donc voilà, c'est vraiment plus de l'itération, une stratégie, et beaucoup de stratégies. Là aussi, mes collaborateurs, j'essaye de les faire rentrer dans ça. Il y a beaucoup d'idées. Je prends HR Pitch, c'est une idée commune d'Amandine, une de mes collaboratrices, et de moi. Et à un moment donné, on a lancé ça, ça a marché, on a prospecté, on a trouvé des partenaires avec qui le faire, et c'est top comme ça. Je voulais te poser une question, une très bonne transition vers le Covid. Toi comme moi, on travaille dans le milieu du recrutement. La première vague, ça a été un peu la panique générale pour toutes les sociétés parce que c'était la première fois qu'on travaillait dans ce contexte de pandémie mondiale. C'est pas forcément un contexte qui est propice à l'ouverture de nouveaux postes. Donc tout le monde a un peu, en tout cas sur les 2-3 premiers mois, gelé ses plans de recrutement en attendant de voir un peu venir, en tout cas en attendant d'avoir de la visibilité. Toi en tant que CEO, comment tu as réagi dans les premières semaines, les premiers mois de cette crise-là, en termes de business, quel a été l'impact du Covid pour Flint et surtout, toi, qu'est-ce que tu as mis en place comme action auprès de tes salariés pour répondre à ces problématiques-là? C'est une très bonne question. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Il y a une première, je vois je vois trois étapes en fait dans le processus. Si vraiment j'essaye d'aller au plus vite, il y a la stupéfaction. Je pense que on est à peu près tous dirigeants à avoir vécu cette période de stupéfaction. Tu l'as dit, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas. Donc dans ces cas-là, c'est un peu, pas la panique, mais j'ai envie de dire que on va parer au plus pressé, on gère les affaires courantes, on se met on baisse la voilure aussi. Moi, j'ai dû éventuellement me séparer de collaborateurs à un moment donné parce que la croissance n'était plus au rendez-vous, c'était plus ce qu'on espérait, ce qu'on escomptait. Et puis après, il y a cette période d'adaptation, la deuxième étape, et il y a la période d'innovation. Donc je pense que c'est, moi en tout cas personnellement, le processus il était comme ça, stupéfaction, adaptation, innovation.
Et dans cette période d'adaptation, ben, on en parlait tout à l'heure, donc nous, on s'est tout de suite mis avec nos collaborateurs et collaboratrices sur ce nouveau projet qui était Flint Academy, parce que je me suis dit, si d'un côté, on a toute une tranche historique de notre business qui s'arrête, je ne comptais pas mettre les gens en chômage partiel plus que ça, parce que je trouve que ça pouvait être mortifère en fait. Et je me suis dit qu'à cela ne tienne, on est jeune, on a quand même un petit peu de cash flow, on va tenter l'aventure, on va se mettre sur un projet. Parce que se mettre sur un projet, ça stimule les énergies, ça recentre et ça refocus un petit peu tout le monde sur quelque chose où on crée de la valeur, on crée un projet ensemble. Et ça évite justement d'avoir trop le côté anxiogène de cette situation auquel on n'était absolument pas préparé. Tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Après, on avait pour nous qu'on était une petite structure, une petite start-up, on a tous des laptops, des ordi portables, on pouvait passer en remote total très facilement. Mais maintenant, j'ai aussi fait très attention à la santé mentale de mes collaborateurs et collaboratrices. Parce que j'y ai été frotté, moi aussi, à un moment donné, par des gens que je connais, qui ont fait des burn-out, qui ont fait des situations de santé mentale difficiles à cause du travail. Et je me suis dit très vite, cette situation très anxiogène du Covid qui arrive directement, il faut faire attention à mes collaborateurs. Parce que le trésor d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. Si tout le monde commence à être dépressif, anxieux, à partir en panique, en crise d'angoisse, etc., ça ne marche plus. Donc j'ai fait quand même attention d'une part à mes consultants, à nos consultants qui étaient positionnés chez nos clients, mais du coup qui étaient aussi chez eux. Donc ça passait par beaucoup de contacts réguliers avec eux, prendre la température, savoir comment ils allaient, etc. Et puis nos collaborateurs du staff interne aussi, d'être beaucoup plus à l'écoute, et en tout cas très prudent par rapport à cette chose-là. Et ensuite, donc je le disais, innovation, c'est chercher des nouvelles choses, parce que je pense que dans des situations comme ça, même si, on a toujours cette idée du caractère chinois qui veut dire risque et opportunité en même temps, même si je crois que ce n'est pas foncièrement vrai. Enfin, j'aime bien cette idée de dire que dans toutes les périodes de crise, c'est la voie de la facilité, c'est de s'enfermer et de faire la politique de l'autruche, nez dans le sable. La voie, à mon avis, salutaire, c'est la voie de la création de valeur par l'innovation. Et ça, c'est ce qu'on a choisi. Et je pense que GetPro aussi, là-dessus, on est assez aligné sur pas mal de trucs. Tu vois, nous, on a eu un gel pendant 2-3 mois. Alors, on a quand même eu de l'activité. La tech est quand même un secteur qui a plutôt bien résisté. Surtout à Paris, hein, quand même, capitale aussi. Donc, voire même pour certains bénéficier. Il y a eu aussi un tout ce qui était e-commerce, tout ce qui était digital et pur digital player, ça a super marché. Et donc on a quand même réussi à bien résister, mais on a eu quand même une baisse d'activité pendant 2-3 mois. Mais c'est aussi ce qui nous a permis de travailler des fondamentaux sur lesquels on n'a pas le temps de se pencher. Tu vois, on a refait la plateforme de marque, on a fait des stratégies de contenu. Et c'est quelque chose dont on bénéficie maintenant aussi, que ça réaccélère. C'est clair, c'est un peu le moment d'affûter ses couteaux, c'est un peu le moment de retravailler comme au sport ses fondamentaux, etc. Bon, même si moi, je sais pas si tu as fait beaucoup de sport pendant le confinement, mais bon, moi, j'en ai pas fait des masses, quoi. Après, voilà, le risque, c'était, moi, j'étais en confinement, j'étais avec le premier confinement, j'étais évidemment chez moi, avec tout mon matos, etc., mais je devais travailler 12 à 15 heures par jour, en fait, et c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué parce que 12 à 15 heures par jour, ultra focus en plus. Prospectivement, quand je regarde cette situation, je me dis, t'as pas été très prudent parce que t'aurais pu claquer, et c'est pour ça que j'ai fait vraiment plus attention à mes collaborateurs qu'à moi-même, ce qui est souvent un travers de beaucoup de dirigeants d'ailleurs. Donc cette crise du Covid, il y a eu un impact business, mais il y a eu aussi un impact assez fort dans l'évolution des modes de travail. On a tous, en tout cas pour beaucoup, découvert les joies du télétravail, avec ses avantages et ses inconvénients. Comment ça s'est passé la transition chez Flint? Est-ce que vous aviez déjà une politique de remote en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû mettre en place pendant cette période-là? C'est quelque chose qu'on a mis en place. Alors pour rappel, Flint, on a démarré, je crois qu'on a déposé les statuts de l'entreprise fin novembre 2018, donc on a démarré vraiment en 2019. Donc quand la pandémie est arrivée, on avait 1 an d'existence. Il y a certains moments dans la vie d'une entreprise où c'est bien d'être ensemble, vraiment ensemble. Parce qu'on itère beaucoup, il y a cette création d'idées, ce brainstorming, cette fusion d'idées à un moment donné qui arrive aussi parce qu'on est au même endroit, ensemble, les discussions, la sérendipité, etc. Donc il n'y avait pas encore de politique de charte télétravail, etc. On ne l'avait pas encore mise en place, parce qu'en fait on s'éclatait ensemble en fait. Et puis on est tout petit, on était une équipe de 3-4 personnes, pas plus, donc
on n'avait pas le besoin de faire ça. Mais effectivement, dès que c'est arrivé, on en a créé une, d'ailleurs avec Elodie qui est notre RH et Office Manager, et qui est en plus psychologue du travail, donc ça aide aussi. On a mis en place une charte de télétravail où c'était un petit peu libre à chacun d'organiser un petit peu ses jours de présentiel et ses jours à la maison. En revanche, il y a différentes choses mais on le reverra avec plus de tes questions, mais il y a beaucoup de choses à adapter en fait. C'est pas simplement on prend son laptop, on va chez soi en fait. Il y a le management, il y a la communication. On communique pas de la même manière. On est dans de la communication asynchrone et non synchrone la plupart du temps. Certaines personnes ne savent pas le faire. On a la chance chez Flint d'avoir un staff qui est très technophile. Ça n'empêche pas de régulièrement qu'on les mette à jour en faisant des formations sur nos outils, etc. On a des outils très modernes qui nous permettent de vraiment travailler au niveau collaboratif en remote comme en présentiel de la même manière. Mais ça n'empêche que tout le monde n'est pas Flint et il y a pas mal d'entreprises, je pense à des PME qui ont déjà pas mal d'historique, pas mal de legacy. La contrainte du passage comme ça en remote, du télétravail, elle est beaucoup plus une composante humaine qu'une composante d'outils. Avant tout, c'est une composante humaine, une psychologique et d'état d'esprit. Il y a de très bons ouvrages de David and Meyer Hanson, qui est le fondateur du framework Ruby on Rails, qui a travaillé avec Jason Fried, c'est les fondateurs de Basecamp, la société américaine, et ils ont sorti plusieurs livres, donc Remote, Doesn't Have to Be Crazy at Work et Rework, 3 ouvrages qui sont justement des ouvrages prospectifs sur la façon dont on travaillera dans le futur. Donc ils ont été presque annonciateurs, parce qu'ils étaient pré-Covid, et je les avais lus bien avant et j'avais trouvé vraiment leurs idées super intéressantes. Dans un de ces ouvrages, il dit on passe pas en télétravail ou en remote pour les mauvaises raisons, pour faire des économies ou pour pouvoir délocaliser, etc. On en reparlera, mais il faut avoir des bonnes raisons pour parler remote. Et la pandémie, ça n'a pas été du remote ou du télétravail. Ça a été des situations de confinement dans une période de crise. C'est quand même pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est justement un peu la question que je voulais te poser. Il y avait déjà avant le Covid une tendance de fond vers l'instauration d'une politique de télétravail parce que c'est une demande quand même des collaborateurs, des salariés depuis plusieurs années. Mais là, la pandémie a engendré une situation où on a tous switché, enfin en tout cas pour beaucoup de gens, switché du présentiel 5 jours par semaine à uniquement du télétravail chez soi. Au début, en plus, pas forcément équipé pour pouvoir bien le faire. Est-ce que c'est pas la pire manière d'avoir un premier contact avec le télétravail? Et je sais que pour beaucoup, il y a eu des sujets de fraîcheur mentale à cause de ça, parce que ça n'a pas du tout été graduel. Ça a été vraiment du jour au lendemain. Ouais, totalement. Tu te retrouves chez toi 5 jours par semaine, avec ton ordi portable dans ton canapé. Tu as tout à fait raison. En fait, j'ai remarqué que les évolutions majeures de société s'effectuent souvent dans des crises ou durant des crises. Et effectivement, souvent pas de la façon dont nominalement on aimerait la voir, graduellement, etc. C'est souvent des évolutions par à-coup. Donc la pandémie nous a précipités dans des changements structurels, organisationnels, avec effectivement la possibilité sanitaire, physique de se retrouver au même endroit pour créer de la valeur et pour travailler. La notion de travail, etc. On est ensemble dans le même open space qui était encore là aussi issu d'autres. Avant c'était l'usine, on avait des cubiques, après on a eu des open space et puis après on a eu la pandémie. Et on a éclaté tout ça. Donc, mais il y a quand même certaines entreprises qui étaient déjà différentes dans leur modèle de fonctionnement que nos entreprises traditionnelles où on est tous ensemble. Justement, c'est pas mal d'entreprises américaines, mais je pensais de start-up ou de scale-up qui se sont créées, qui vont être des digital natives avec des générations YZ qui se sont créées dans les années 2005, 2010, 2015. Un certain nombre d'entre elles ont démarré dans ce qu'on appelle le mode distribué, où en fait elles ont leurs collaborateurs qui sont distribués justement sur un territoire X, et ils ne sont pas ensemble, c'est le principe. Voilà, ils sont géographiquement distants. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent se retrouver de manière... parce que c'est quand même important, notamment pour créer du lien, mais on pourra en reparler. Ils se retrouvent, ils font des retraites, ils font des séminaires ensemble, ils font des vacances ensemble, où ils font des choses, où ils recréent du lien, où ils ont ces moments de partage, où ils sont ensemble. Mais on a été effectivement complètement précipité là-dedans, sans y être préparé. Et aujourd'hui, on est mi-2021, il y a plus de vaccination, on espère en tout cas revenir vers des conditions
plus standard, entre guillemets. Je pense ça va être vraiment le moment où on va se retourner sur ce qui s'est passé et où on va envisager de manière plus pérenne, en fait, l'avenir. Qu'est-ce que ça va devenir? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait trois catégories, d'entreprises. Il y avait les entreprises qui vont offrir de l'hybride. Tu peux venir au bureau, tu viens pas au bureau, etc. Il y a du télétravail, etc. Il y a les entreprises qui sont complètement distribuées, complètement remote et qui vont le rester. Et puis il y a les entreprises aussi, ça va être le plus compliqué, qui vont décider de faire revenir tout le monde et qui seront complètement pas remote et complètement plus de télétravail. Et éventuellement l'oublier et le reléguer aux symptômes du Covid. Donc, l'hybride, c'est compliqué. C'est probablement le plus compliqué. C'est-à-dire que les deux extrêmes, soit totalement remote, full distribué, soit totalement non remote, ces deux extrêmes sont beaucoup plus faciles à gérer que l'hybride. L'hybride, ça crée des problématiques sociales, organisationnelles, de management, etc., qui sont loin d'être triviales. Ok, très clair. On va revenir sur justement la gestion des collaborateurs en remote, sur ces trois modèles, et puis il y a aussi des sujets un peu de culture que j'aimerais bien aborder avec toi, parce que ça pose aussi des nouvelles questions. Avant ça, j'aimerais bien qu'on ait un temps sur le recrutement des collaborateurs en remote. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, ça a été beaucoup le cas pendant les premiers mois. Il y a aussi des entreprises qui ont dû recruter des collaborateurs uniquement à distance et les onboarder aussi à distance. Tout à fait. Est-ce que c'est le cas de certains des clients que tu accompagnes? Ouais, tout à fait. Est-ce que pour toi, ça a fondamentalement changé la manière dont on aborde un process de recrutement? Est-ce qu'il y a juste besoin d'adapter quelques modalités? Ça a été quoi l'impact pour toi, tu vois, de ce fait-là, du fait en fait, de faire une proposition de CDI à quelqu'un sans l'avoir rencontré en physique et serrer la main? Est-ce que ça a été une adaptation facile pour tes clients ou pas du tout? Et qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour les accompagner sur ce sujet-là? C'est une super question, c'est vraiment du cas par cas. Flint, de par sa position de société de services RH et tech, on a accès à une typologie de sociétés partenaires qui est complètement hétérogène, du très grand compte, très rigide, avec des politiques au niveau du groupe, au niveau mondial, etc., jusqu'à la toute petite start-up. Et en fait, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir un grand groupe qui est déjà très avancé sur les pratiques et qui met en place, de par sa puissance, notamment financière, des process et qui embrasse, entre guillemets, cette culture du remote, t'en as parlé aussi, où on peut se retrouver avec des startups qui vont être gérées peut-être par un dirigeant un petit peu old school et qui va dire non, moi je veux tous mes salariés, pour une raison d'ailleurs, en fait, je n'ai pas à juger. Il y a des entreprises qui ont besoin, une entreprise qui va être en mode très R&D, très pur R&D pendant un momentum de sa vie d'entreprise, elle aurait très bien, elle peut avoir besoin légitimement d'avoir ses collaborateurs proches. Je rigolais, mais je pensais à ça. J'avais un potentiel client en Norvège qui était intéressé par un des candidats qu'on avait. Mais le problème, c'était qu'on était en Norvège sur un système embarqué pour la pisciculture, donc les saumons, les machins, etc. Et en fait, ça se fait physiquement pas se faire en remote parce qu'en fait, c'est de l'embarqué. Ouais. Donc, il fallait être proche des machines, de l'outillage, des machineries, des programmes, des softwares et de tout ce qu'il y avait en embedded. Donc, c'était pas possible. Donc, c'était assez marrant. Donc, il y a des choses qui sont rendues possibles. Mais au-delà de ça, en fait, pour répondre à ta question, tu dis est-ce que c'est une simple adaptation des process, machin, etc. Non, je pense pas. C'est-à-dire que ça, je pense que ça a été bon dans la période d'adaptation, post-Covid, aux abris, etc. Il faut s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui se réfléchit en accord justement et en partenariat avec ses collaborateurs et qui va remettre en question beaucoup de choses sur la culture d'entreprise, sur les process internes, comme tu l'as dit, intégrer un nouveau collaborateur à distance, est-ce qu'on s'autorise à le faire ou pas? Qu'est-ce que ça donne ou pas? Ça va poser des questions de grille de rémunération et de grille salariale. Est-ce qu'on peut, et c'est une question légitime, ou est-ce qu'on doit rémunérer au même niveau de rémunération quelqu'un qui aurait le même poste à Paris ou quelqu'un qui aurait le même poste dans un département en région?
où la vie est beaucoup moins chère. Donc ça pose des questions fondamentales de l'entreprise elle-même, sur lesquelles elle a besoin à un moment donné, en introspection, de se poser des vraies questions, et pas simplement des bouts de ficelle ou des rustines sur des process. Donc je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va chercher la culture d'entreprise. Pourquoi ? GetPro s'est peut-être posé la question, moi je me suis posé en tout cas légitimement la question, est-ce que maintenant que le remote est là, est-ce qu'on s'autorise à peut-être embaucher des gens dans des pays où c'est beaucoup moins cher ? L'Europe de l'Est, l'Inde, etc. Est-ce que ça fait partie de nos valeurs ? Est-ce qu'on veut le faire ? Est-ce qu'on le fait pas ? Est-ce que on est aligné avec ça ou pas ? Donc ça pose tout un tas de questions. Ça pose des questions culturelles aussi pour nous, la France, où à un moment donné, il faut quand même s'apercevoir que les générations entre Q et X sont plutôt mauvaises en anglais et en maîtrise de la langue anglaise, ce qui du coup leur donne un handicap dans la compétition globale au talent, où voilà, la petite PME standard en France va pas forcément adopter l'anglais comme langue de travail officielle. Donc du coup, peut pas forcément attirer des talents du monde entier, parce que c'est le français, avec tout le monde parle pas français. Est-ce que tu penses que c'est un frein dans la compétition mondiale à venir ? Évidemment. Okay. Je suis persuadé. Moi, mon rôle, c'est pas de voir aujourd'hui, là, tout de suite. Mon rôle, c'est d'essayer mon rôle de dirigeant, à un moment donné, c'est d'essayer de voir dans 2, dans 3, dans 5 ans. On a, et bon, là, je vais pas rentrer là-dedans, mais on a un système de leadership et de gouvernement, à un moment donné, qui n'a pas pris la mesure du retard à l'allumage qu'on a sur les transformations, non pas digitales, mais les transformations de nos organisations en termes de management, qui est très souvent hiérarchique, purement horizontal, avec des arbres à 50 branches, 50 niveaux, de l'over-processisation de toutes nos organisations, des problématiques de middle managers qui ne sont pas accompagnés, qui souvent... Enfin, soyons clairs, on a 90% des middle managers qui sont du command and control, du micromanagement, aucun travail sur les soft skills, sur l'empathie, sur le travail en coaching de leurs équipes, etc., et en facilitateur, plus qu'en contrôleur et en réprimandeur à un moment donné. Donc on a beaucoup de retard là-dessus par rapport à des entreprises anglo-saxonnes ou même européennes qui avancent beaucoup sur leur transformation organisationnelle. Aujourd'hui, on est très en retard en France. Et ça, c'est un problème interne, donc endogène et exogène. Endogène parce qu'on ne saura pas en interne vraiment continuer à attirer et à faciliter le mouvement des collaborateurs entre entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de candidats qui ne veulent pas aller dans plein d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on les connaît grâce aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on connaît les managers, on connaît la façon de manager, on connaît les organisations, on connaît les valeurs, on connaît les stacks, on connaît tout d'une entreprise avant d'y rentrer, en fait. Ça, on ne le savait pas avant. Donc, on crée une rigidité au niveau de l'emploi, du recrutement et de la mobilité entre entreprises, etc. Ce qui fait que ça va être compliqué déjà en interne, et ça va être compliqué dans la bataille mondiale aussi, par rapport à la France, et son rang au niveau de l'Europe et ensuite de la bataille mondiale, parce qu'à un moment donné, on n'est pas capable d'attirer ces talents, parce qu'on n'est pas capable de les attirer sur le plan salarial. Aujourd'hui, on a des très bons talents français qui travaillent depuis la France pour des boîtes à l'étranger, notamment américaines, anglaises, allemandes, etc. Et justement, pour une entreprise française qui a envie de se créer une infrastructure compétitive pour aller chercher le meilleur talent et donc la meilleure compétence, où qu'il soit dans le monde, c'est quoi selon toi les caractéristiques de l'infrastructure qu'il faut pour répondre à ces défis dans 20, 30, 40 ans ? Alors, bon, je vais sûrement... il va y avoir des oreilles qui vont siffler ou des gens qui vont me dire c'est pas possible, la langue française, Chateaubriand se retourne dans sa tombe. Bref, l'anglais. Si je devais créer une boîte demain matin, je la crée uniquement en langue anglaise. Quitte à accompagner, et on l'a fait d'ailleurs chez Flinch, on a accompagné une collaboratrice sur sa montée en compétences en anglais. Anglais comme méthode de travail, comme langue de travail officielle dans l'entreprise. Le distribuer, pur. Des principes de transparence aussi. Un petit peu comme ce qu'a fait Buffer, ou comme ce qu'a fait, je crois, aussi beaucoup Alan, qui milite aussi pas mal là-dessus. D'ailleurs, ils ont des choses au niveau de travail sur la culture d'entreprise, les valeurs, etc., liées notamment à la transparence, qui sont très intéressantes. Parce que la transparence, enfin, on se prend la tête, qui gagne combien, quoi, etc. Bon, on met des grilles, on met des indices, tout le monde gagne temps. Voilà, il y a pas mal de boîtes qui s'y sont mises, c'est quand même des habitudes qui sont plutôt venues et qui sont quand même récentes des États-Unis. Donc il y a quand même des bonnes choses. Puis une organisation beaucoup plus horizontale, avec beaucoup plus d'empowerment des collaborateurs. Donc leur donner plus de marge de manœuvre, plus de latitude, plus de leadership et de gouvernance
Ils sont stakeholders, ils sont actionnaires de l'entreprise et du véhicule qu'est l'entreprise. Donc, il faut leur donner plus de pouvoir de décision et les responsabiliser dans leur prise de décision. Donc voilà, je partirai plus là-dessus. Ok. Et est-ce que tu penses que tout le monde est adapté à cette infrastructure-là et ce mode de collaboration? Je te donne un exemple. Par exemple, je sais que Alan, pour revenir sur ce qu'ils font, eux, ce qu'ils cherchent chez leurs collaborateurs, c'est aussi des capacités rédactionnelles très avancées parce que la communication asynchrone nécessite le fait d'être très à l'aise dans la manière de driver un projet sans faire des meetings. Est-ce qu'il y a, selon toi, il y a d'autres caractéristiques intrinsèques au talent que tu vas recruter pour qu'il soit performant dans cette organisation nouvelle? Je crois qu'il faut beaucoup plus considérer la formation des collaborateurs et des collaboratrices. La formation, ça peut prendre un échantillon de facettes multiples. Oui, la formation et les actions de formation des salariés dans le cadre légal, etc. Très bien. Mais aussi des temps de lecture, des temps de réflexion, des temps à rien faire aussi, parce qu'on se forme en ne faisant rien, en fait. Des fois, on a besoin juste que son cerveau avance tout seul, en fait. La nuit étant le meilleur des exemples de ça, en fait. Le sommeil, en tout cas. Donc, je dirais beaucoup d'accompagnement, beaucoup de pédagogie. Nous, on essaye de le faire. Parce qu'après, à un moment donné, c'est beau de taper sur l'organisation à la française, sur la hiérarchie, sur le management, etc. Je prends un exemple, puisque c'est dans notre secteur, dans la tech, dans le software, etc. Combien de tech lead ou de lead dev ou de senior développeurs, etc. ont été parachutés managers? Combien? Sans aucun accompagnement. Je pense qu'on doit être entre 90 et 95%. Il y en a certains qui retournent à la technique parce que justement, ils n'ont pas été accompagnés, alors que s'ils avaient été accompagnés, ça aurait très probablement peut-être fait des super managers. Et aujourd'hui, il y a un ventre mou de la formation qui est notamment, moi je pense aussi, la formation en France est trop rigide, elle est trop réglementée, elle est trop encadrée, elle est trop compliquée. Si vous voulez faire une formation payée par vos OPCO, machin, etc., il faut prendre un mois, il faut faire 10 milliards de papiers, c'est la croix à la bannière. C'est la croix à la bannière. On a fait une formation justement en anglais par le système traditionnel, OPCO, financement, etc. Datadog. Mais on a passé des heures et des heures. Il faut revoir la formation, il faut revoir l'éducation. Mais la base de tout, c'est la formation, c'est l'éducation. Si on a effectivement des organisations trop rigides, trop complexes, des managers qui manquent de travailler sur le soft skills, il faut les accompagner dans le travail de le soft skills, qui sachent eux-mêmes s'ils sont ENTP, J, ENT, quel est leur profil psychologique, leur personnalité, qu'ils puissent travailler sur leur axe d'amélioration en termes de soft skills. Ça, c'est tout à fait quelque chose moi, je me... Ça, vous êtes à fond vous êtes à fond là-dedans, GetPro, et ça, c'est super. Tu vois, il y a beaucoup de... Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a un biais qui est assez commun, c'est je prends mon meilleur spécialiste métier et je le mets manager. Alors que c'est des fonctions et des rôles qui sont complètement différents, et souvent, d'ailleurs, le meilleur expert va pas forcément être le meilleur manager. Tout à fait. Ça fait pas du tout appel aux mêmes compétences. Il y a des gens qui ont les deux et qui sont un peu... Ils sont rares. Qui sont rares. Des oiseaux rares. Mais parfois, on peut avoir tendance, en tout cas, c'est un biais, à prendre. Et en fait, ça donne des très mauvais résultats. Et souvent, les très bons techniciens, ils préfèrent se spécialiser dans la technique et pas forcément gérer des équipes. Et à l'inverse, tu as des managers exceptionnels, mais qui sont plutôt des généralistes et qui sont pas super bons. Et chez GetPro, ce qu'on fait beaucoup avec le département de Science, on a des chercheurs en psychologie comportementale qui accompagnent nos clients sur déjà quel est ton ADN de groupe et ensuite individuellement comment via la psychométrie actionner les bons leviers parce que tu vas pas driver une personne ou une autre avec les mêmes leviers. Alors Pierre, il y a aussi un sujet qui se pose avec le remote, c'est la culture d'entreprise, comment je fédère une équipe autour d'un projet à distance. Donc il y a le premier point de contact qui est l'onboarding, mais ensuite il y a la vie du collaborateur tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise. C'est quoi, selon toi, l'impact de ces nouveaux modes de fonctionnement vis-à-vis de la culture d'entreprise et de l'engagement des salariés? Est-ce qu'on se considère autant partie prenante d'un projet quand on est à distance que quand on va tous les jours dans des locaux et qu'on a des échanges informels avec ses collègues autour de la machine à café? C'est une excellente question et je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Et ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que je pense que j'aurai pas toutes les réponses.
parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de changer et qui sont en train de changer sous nos yeux, j'ai envie de dire, sous nos pieds à mesure qu'on avance en fait. Dans la fin de cette crise déjà, en fait, il faut quand même bien s'apercevoir que les mutations qu'on est en train de vivre vont s'opérer sur plusieurs années, peut-être même une décennie complète ou même peut-être un petit peu plus. Cette transformation en mode remote, elle a été possible grâce à la révolution industrielle liée aux nouvelles technologies et Internet, aux outils de travail collaboratif qui ont été construits autour d'Internet principalement, et ce qui a complètement sonné l'avènement de toutes les frontières physiques, puisqu'aujourd'hui, tu peux travailler en Thaïlande, ça peut complètement marcher. Donc tu l'as rappelé, effectivement, la culture d'entreprise était forcément liée à on est tous dans le même endroit, machin, etc. Donc il faut réinventer cette culture, il faut l'adapter en fait au remote, au travail collaboratif à distance, à des communications qui vont être asynchrones. Et je pense que c'est encore une fois, c'est des problématiques qui sont très... Pour chaque entreprise, il va y avoir une réponse différente. On ne va pas engager les mêmes travaux de culture d'entreprise sur le groupe Sanofi qui passe en remote, je prends un exemple au hasard, que sur GetPro qui passe en remote, ou que sur un client de Flint qui décide de faire appel à Flint aussi pour les aider dans la transition et la redéfinition. Peut-être que les valeurs de l'entreprise doivent changer aussi. Je parlais tout à l'heure de transparence, de communication, il y a peut-être des choses qui doivent changer en fait, au sein même des valeurs de l'entreprise, qui vont même redéfinir la culture de l'entreprise. La façon de communiquer redéfinit l'entreprise, on peut plus faire les blagues à la machine à café, qui font partie de la culture d'entreprise. On va les faire différemment, on doit écrire différemment, on a de la communication formelle, tu le disais tout à l'heure, il faut avoir des formations autour justement de la façon de bien écrire, je crois qu'Amazon a beaucoup travaillé là-dessus, pour de la création de contenus qui sont intelligibles et de bonne qualité. Il va falloir réinventer aussi les organisations avec la réunionité aiguë. Moi, je connais des entreprises qui ont moins de 10 ans et il n'est pas possible d'avoir une journée sans 3 ou 4 réunions. Donc ça tue le travail, on ne peut plus travailler. Parce qu'en fait, les gens se sont dit, on est en remote, on ne se voit plus, on ne sait plus qui fait quoi, donc il faut faire des meetings. C'est de la folie furieuse. C'est pas la question de se dire est-ce qu'il faut faire un meeting ou pas, c'est la question de se dire c'est pourquoi au diable on fait un meeting. Donc pour répondre à ta question, la culture d'entreprise, comme tu l'as dit si justement, elle commence dès le processus de recrutement, j'ai envie de dire même dès le premier appel à un candidat, la première bribe de communication avec un candidat, une candidate, c'est le début de la culture et de la relation qui s'installe entre le collaborateur. Et je pense que ça va peut-être clore un petit peu tout ça, mais ça pose aussi la question de la valeur travail, comme on en avait parlé aussi déjà ensemble. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de modes de travail différents. Je vais en citer quelques-uns. Les indie hackers, indie makers, donc c'est des gens qui travaillent tout seuls, peu importe, dans le monde entier, qui font des mini-projets et qui revendent ces projets ou font des SaaS, donc c'est souvent des développeurs et qui gagnent leur vie comme ça. Mais ils peuvent travailler à Bangkok, ils peuvent travailler en Amérique du Sud, c'est pas un problème. On a de plus en plus aussi les aspects de communauté, avec des entreprises qui sont drivées par des communautés ou qui s'adjoignent une communauté ou qui créent une communauté à côté de leur business pour pouvoir servir à tout un tas de choses ou des objectifs communs, notamment après tout ce qui va être autour des communautés, autour de la blockchain, qui sont assez aussi intéressantes. Donc les freelances, de plus en plus, notamment dans la tech, c'est une vraie tendance de fond. Aujourd'hui, nous, chez Flint, on travaille avec 2/3 de freelance. Est-ce que c'est pas le freelancing ne va pas remplacer les ESN selon toi? Parce que le but d'une ESN, c'était quand même de matcher un talent au bon moment avec un besoin. Ouais. Est-ce que des plateformes type Malte et une communauté de freelance qui grossit et pas un modèle qui va, selon toi, tuer l'ESN traditionnel? Alors, c'est une super question. Je pense que les plateformes ne tueront pas tout sur leur passage. Parce que principalement, je trouve que les plateformes qui existent aujourd'hui, enfin, à part simplement du matching de mots-clés, du matching de personnes, de compétences, de mots-clés et de boîtes qui ont mis les mêmes mots-clés en main, et puis saupoudrées d'un petit peu d'intelligence artificielle. Pour l'instant, les plateformes ne sont pas satisfaisantes dans leur fonctionnement. Elles ne sont pas satisfaisantes parce qu'elles désintermédiarisent, mais elles déshumanisent aussi. Et ça, c'est très important. On fait un métier qui est passionnant, qui est le recrutement, où 99% de nos métiers, c'est des humains, des relations humaines, des interactions humaines. Et le recrutement, aujourd'hui, on l'a bien vu avec Amazon et son recrutement par intelligence artificielle, qui est rempli de biais, etc. Donc le recrutement ne va pas être effacé ni par l'IA, ni par les plateformes. En tout cas, pas demain la veille, vraiment.
Donc ça c'est pour répondre à ta question. Et ta deuxième question, c'est est-ce que les freelances, finalement, le marché va pas se faire juste comme ça, de gré à gré avec des freelances et tout ça. Non, je pense que le marché, enfin nos types de sociétés, nos entreprises, GetPro, Flint et d'autres sociétés autour du service et tech et RH, vont plutôt devoir s'adapter, comme vous le faites, comme on le fait, s'adapter à des nouveaux usages. Aujourd'hui, on devient beaucoup plus des agents de professionnels autour de la technologie, où on va devoir, et on est à la limite entre les agents, les psys, pour nos clients, nos partenaires, et pour nos candidats, finalement. On doit détecter des opportunités, créer des opportunités. On doit être aussi pédagogue, et on doit être force de proposition, mais aussi de pédagogie, c'est-à-dire accompagner nos clients dans voir les possibles, au lieu de voir les impossibles. Avec les fameuses fiches de poste, aujourd'hui, si on lit une fiche de poste, je lisais quelque chose où il y avait un gars qui disait « Candidatez si vous avez 50% de ce qu'il y a sur l'offre ». Parce que sachez bien que la personne qui a 100% n'existe pas. Ouais. Donc, je crois qu'on doit tous s'adapter. Notamment aussi, peut-être les freelances. S'adapter aussi, je crois qu'il ne faut pas être manichéen. On ne va pas tout jeter d'un coup, tout ne va pas se transformer d'un coup. Les freelances ne vont pas avoir tout ce qu'ils demandent d'un coup aussi. Et je pense qu'il faut garder une certaine... la voie du milieu me semble quand même assez intéressante en fait. D'essayer de comprendre les attentes de chacun et aller vers des choses qui sont consensuelles et des terrains d'entente pour pouvoir avancer ensemble sereinement. Et les plateformes aujourd'hui, moi j'y crois, mais pas telles qu'elles sont construites aujourd'hui. Le gros problème des plateformes, c'est qu'elles sont construites par la techno uniquement. Les plateformes, en fait, elles réussiront parce qu'elles sont créées par des humains. Donc elles naîtront de communautés. Et c'est ce qu'on essaye de faire. D'ailleurs, on est en train de lancer un tout petit produit, un tout petit MVP, qui est une communauté sur invitation de recruteurs externes, où on va pouvoir partager plein de choses, des bonnes pratiques, des infos, etc., mais aussi partager des super candidats, parce qu'il n'y a rien de pire pour un recruteur d'avoir un super candidat et de ne pas avoir le besoin en face. Donc voilà, ça vient de se lancer, on a déjà plusieurs utilisateurs qui sont... Génial, comment ça s'appelle ? Recruiter's Place. Ok. Voilà. En avant-première. Hein. C'est une exclue. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi pour conclure, c'est tu parlais tout à l'heure d'entreprises qui font des grilles parce que c'est plus transparent, ça favorise aussi l'inclusion. Le fait de tu m'amènes dans un terrain dangereux là. Non, t'inquiète pas. Le fait d'onboarder, de recruter des personnes aussi en full remote et donc où ton terrain de jeu c'est le monde, ça implique aussi le fait qu'ils aient des coûts variés. En tout cas, eux, qu'ils aient en tout cas le coût de la vie est différent. Le coût de la vie est différent. Toi, ta vision, c'est plutôt je vais aller pondérer mes grilles de rémunération en fonction de la localisation, ou c'est plutôt je fais une grille où je budgète quelque chose qui répond à un besoin et si la personne est au Bangladesh, et tant mieux pour elle parce qu'elle a accès à un super salaire très compétitif parce qu'elle répond bien à ce besoin et qu'elle a le même niveau de compétence, ou alors au contraire, il faut tenir compte de ces disparités locales. Je pense qu'il faut tenir compte des disparités locales parce que sinon, je pense qu'on inscrit une sorte d'inégalité. Tout en sachant que ce que je vais dire, encore une fois, n'est pas figé dans le marbre. Parce qu'encore une fois, on avance sur des œufs, sur des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a aussi un cadre réglementaire, aujourd'hui, qui n'est pas prêt, il faut bien le savoir. On a nos politiques nationales, on n'a aucune politique globale du marché du travail, on a encore moins une politique fiscale généraliste, standardisée et interopérable. Enfin, tout ça est un gros problème. Il n'y a pas non plus pour les entreprises de cadres qui soient internationalement reconnus, etc. etc. Donc, pour répondre à ta question, je pondérerai effectivement en fonction des lieux de vie ou des choix de vie. Mais encore une fois, ça doit se faire aussi en bonne intelligence et ça participe aussi d'ailleurs de la culture d'entreprise. C'est pour ça que la transparence peut être intéressante à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui va travailler, un collaborateur qui va travailler en Tanzanie, au Bangladesh, tu as choisi le pire, je crois que c'est le 2e ou le 3e pays le plus pauvre du monde, mais et quelqu'un qui va faire le choix de vivre en Californie du Nord, ça ne sera pas les mêmes choses. Il y aura des choses d'ailleurs que les entreprises pourront se permettre ou pas. C'est-à-dire que si demain, un de mes collaborateurs ou collaboratrices me dit écoute Pierre, j'ai envie de vivre dans le centre de Londres et tu comprends, les loyers sont quand même un petit peu chers, donc il va falloir multiplier par 6 ma rémunération. Ça va pas fonctionner en fait. Du coup, je pense qu'il faut. Ça risque d'être assez compliqué et ça risque de créer encore une fois des frictions dans le marché et des tensions dans le marché qui vont arriver là par contre rapidement. C'est-à-dire que déjà on le voit. Je sais pas si tu l'as ressenti, mais dans les recrutements, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Les gens, par exemple, le remote first et les entreprises qui doivent
obligatoirement proposer du remote, parce que les collaborateurs en face ne veulent pas faire autrement, ça crée une friction dans le marché et du sable dans les rouages, en fait. Donc, ces problématiques-là aussi de rémunération, on voit les rémunérations qui s'envolent, les demandes de rémunération qui s'envolent, pour des gens qui ont fait le choix d'aller habiter dans des régions en France où on sait qu'effectivement leurs charges vont être beaucoup plus faibles. Ils ne vont pas avoir aussi tout ce qui va être coût de transport, perte de temps de transport, etc. etc., etc. Donc c'est des problématiques qui sont sociales, fiscales, légales, organisationnelles et épineuses, sur lesquelles il faut faire avancer doucement. Mais bon, alors après je vais être un petit peu cynique, j'espère que les partenaires sociaux seront là pour discuter avec nous de tout ça, mais je pense encore une fois qu'on a beaucoup de retard et qu'on n'avance pas assez vite. On est déjà en train de se préparer pour ce qui s'est passé en fait avant-hier, alors qu'on devrait plutôt être déjà dans le présent ou même pour demain. Je voulais te poser une dernière question, Pierre. Si on fait un exercice de projection, ce qui est très très difficile parce que c'est très dur de prévoir le futur, et si d'ailleurs il y a 5 ans on nous aurait dit Covid, on aurait tous bien rigolé. Mais si je te demande de faire cet exercice et de te projeter dans le monde du travail en 2050, avec tes informations et les éléments que tu as actuellement, selon toi, il aurait quelle forme? Alors déjà, 2050, t'es beaucoup trop loin, en fait. Premièrement, c'est impossible à dire, donc ça va être juste mon jugement personnel. Tu penses que dans les années 90, on n'aurait pas pu prévoir quelques caractéristiques du marché de l'emploi actuel? Très compliqué. Très compliqué. Toi, tu l'as probablement pas connu, mais dans les années 90, on était peu ou prou pas loin d'un copier-coller des années 70, et finalement... t'avais Jean-Michel à la machine à café qui fumait sa clope et qui disait à sa secrétaire de faire attention aux dossiers et de bien les ranger la prochaine fois parce que sinon ça allait barder. Donc ça, on a quand même beaucoup évolué là-dessus et on est encore loin du compte en termes de beaucoup de choses, social, inclusivité, diversité. Il n'y a pas une photo dans la tech où je regarde où t'as pas 2 tiers ou 3 quarts de mecs en costard-cravate, donc on est encore vraiment très inscrit dans des stéréotypes. Donc, pour répondre à ta question, je pense que le monde du travail et la façon dont on crée de la richesse et de la valeur pour la société vont foncièrement changer dans les 10 à 20 années à venir. On sera sur des micro-économies, des micro-niches. On le voit aujourd'hui, les influenceurs, la creator economy, les decentralized autonomous organizations, donc les organisations décentralisées autonomes qui sont issues de la blockchain. Beaucoup de choses aujourd'hui sont on peut créer, demain tu peux créer en Lettonie ou en Lituanie une entreprise complètement dématérialisée, hébergée fiscalement en Lettonie, etc., mais complètement numérique, sans papier, sans rien. Donc, tu peux en créer une aussi bientôt dans le Wyoming, où tu vas pouvoir créer une DAO dans le Wyoming, parce qu'ils sont en train de faire coller les DAO avec les structures juridiques, sociales, physiques. Tu vas pouvoir avoir des actionnaires qui seront peut-être des communautés ou des groupes. Donc, tout ça va énormément changer, parce qu'en fait, on se globalise sur toutes les problématiques liées au recrutement, au travail, au monde du travail, aux organisations et à la création de valeur. On se globalise totalement et on se granularise. C'est-à-dire qu'en fait, là où avant on avait des grosses entités bien compréhensibles, nationales, européennes, supranationales, des syndicats, etc. Aujourd'hui, une bonne communauté aura beaucoup plus de puissance qu'un syndicat, parce qu'elle sera beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, etc. Donc on est à l'aune de vrais changements organisationnels, sociaux, de profondeur, qui sont passionnants finalement. Donc c'est vraiment passionnant d'être témoin de ça. Donc en fait, on sera là. En 2050, en tout cas toi sûrement, peut-être pas moi. Mais je serais très content d'en discuter avec toi dans ma 19e vie, dans ces eaux-là, mais en tout cas, c'est vraiment des changements passionnants et en tout cas, on a notre rôle et je pense que voilà, GetPro aussi est assez militant dans essayer de faire avancer les choses avec une certaine éthique, une déontologie et certaines valeurs qui sont liées à ce métier du recrutement en général, où c'est bien que vous les dépoussiérez aussi en même temps que Flint et je trouve que c'est cool. Voilà. Et puis, il y a largement de la place pour deux et il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est clair. Merci en tout cas. Et merci beaucoup, Pierre, d'être venu. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, avec plaisir.